Qu'est-ce que l'électronégativité d'un élément chimique? Alors, dans les solides moléculaires, ou dans les liquides, comme par exemple l'eau, H2O, eh bien, les éléments chimiques sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des liaisons covalentes qui sont formées avec deux électrons. Bien. Certains éléments chimiques sont plus électroattracteurs, c'est-à-dire qu'ils attirent plus facilement la couverture électronique à eux. On dit qu'ils sont plus électronégatifs que les autres. Dans cet exemple de la molécule d'eau, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, il attire plus les électrons, il va donc se retrouver avec une charge qu'on appellera une charge partielle delta-, parce qu'ici vous aurez une région riche en charge moins, puisque les électrons sont attirés, alors que sur l'hydrogène, vous aurez une charge delta+, parce que l'hydrogène sera moins électroattracteur que l'oxygène. Donc si on mettait des charges partielles, on aurait delta+ ici, et 2 delta-. Il existe plusieurs échelles d'électronégativité. Vous allez regarder l'échelle de Pauling. Vous regarderez le tableau périodique des éléments pour cette échelle de Pauling et vous observerez comment varie l'électronégativité des éléments chimiques en fonction de leur position dans le tableau. À vous de jouer. Voici le tableau de Mendeleïev avec les éléments chimiques de ce tableau. Et sous ces éléments chimiques, la valeur de l'électronégativité suivant l'échelle de Pauling. Observez comment varie cette électronégativité quand on change de ligne ou quand on change de colonne. Eh bien, nous observons que sur une même ligne, l'électronégativité augmente de gauche vers la droite. L'électronégativité, par exemple, pour cette ligne numéro 2 ou période numéro 2, l'électronégativité vaut 0,98 pour le lithium, jusqu'à 3,98 pour le fluor, qui est l'élément le plus électronégatif. Et sur une même colonne, nous voyons que l'électronégativité diminue de haut en bas. Il est temps de conclure. L'électronégativité est une grandeur relative qui traduit l'aptitude d'un atome A à attirer les électrons de la liaison covalente le liant à un atome B. L'électronégativité d'un élément chimique, dans la classification périodique, varie de la manière suivante. Donc sur une ligne de gauche à droite, l'électronégativité augmente. Sur une colonne, l'électronégativité diminue de haut en bas. Que se passe-t-il lorsque deux éléments chimiques se lient par une liaison covalente et que leur électronégativité, leur aptitude à attirer des électrons est différente? Bien, prenons l'exemple de ce carbone et cet oxygène. Le carbone, suivant Pauling, a une électronégativité de 2,6, l'oxygène de 3,4. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone. À ce moment-là, il va prendre les électrons et avoir ce qu'on appelle une charge partielle négative, c'est-à-dire qu'il va être entouré de plus d'électrons, de plus de charges négatives que le carbone, qui lui va être delta+, charge partielle positive. À ce moment-là, nous voyons que la liaison covalente est polarisée. Introduisons ce qu'on appelle le moment dipolaire P avec une flèche dessus parce que c'est un vecteur. Eh bien, ce moment dipolaire est orienté de la façon suivante. Il est orienté de la charge moins vers la charge plus. Voilà pour ce moment dipolaire dans le cas d'une liaison polarisée entre carbone et oxygène. Alors, un petit exercice pour vous. Dans le cas des liaisons NH et HL, retrouvez où se trouvent les charges partielles et orienter le moment dipolaire P. Bien, alors pour la liaison NH, l'azote est plus électronégatif que l'hydrogène, il va donc avoir une charge partielle delta-, et l'hydrogène une charge partielle delta+.
le moment dipolaire étant toujours de la charge partielle delta- vers la charge partielle delta+, il sera orienté de l'azote vers l'hydrogène. Dans le cas de la liaison entre un chlore et un hydrogène, le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène, il va donc avoir une charge partielle delta- et H, une charge partielle delta+. Le moment dipolaire sera orienté donc du chlore vers l'hydrogène. Voici en bonus les différentes valeurs d'électronégativité des éléments chimiques qui vous permettront de déterminer si la liaison covalente est polarisée ou non. En conclusion, soit deux atomes A et B liés par une liaison covalente, telle que l'électronégativité de A soit inférieure à celle de B. Le doublet d'électrons n'est pas localisé entre les deux atomes, mais il est plus fortement attiré par l'atome de plus forte électronégativité, l'atome B. On attribue à l'atome B une charge partielle négative delta- et à l'atome A une charge partielle positive delta+, delta étant la lettre grecque associée à ces charges partielles. La liaison covalente est alors appelée liaison covalente polarisée. Elle est notée de la façon suivante. On remarque delta- égale moins delta+. Par conséquent, les deux charges électriques égales en valeur absolue des signes opposés constituent un dipôle électrique caractérisé par un moment dipolaire P, que vous verrez plus en détail dans vos études supérieures. Ce moment dipolaire a pour direction la droite passant par les centres des atomes. Il est orienté de la charge partielle négative vers la charge partielle positive. Au sein d'une molécule, on distingue deux types de doublets d'électrons. Les doublets qu'on appelle liants. Doublets liants, ce sont deux électrons qui sont reliés ensemble par une liaison covalente, doublets donc liants. Et doublets non liants, les doublets non liants, c'est des doublets d'électrons qui sont uniquement fixés sur un atome et qui ne participent pas aux liaisons covalentes. Alors prenons un exemple de la molécule d'ammoniac. Eh bien, cette molécule d'ammoniac, elle comporte ici trois doublets liants 1, 2, 3 entre l'atome d'azote et les atomes d'hydrogène. Donc ceux-ci, ce sont les doublets liants. Et puis, elle possède également un doublet non liant ici, qui n'appartient qu'à l'atome d'azote. Donc un doublet d'électrons non liants. Alors au passage, on vérifie que les règles de l'octet et du duet que vous avez vu en seconde sont vérifiées. L'atome d'azote, il possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons, car quand vous mettez un électron en commun, vous possédez les deux électrons de la liaison covalente. Et l'atome d'hydrogène, lui, eh bien, chacun possède deux électrons, 2 pour celui-ci, 2 pour celui-ci, et 2 pour celui-ci. La règle du duet est respectée. On va voir maintenant comment établir ce qu'on appelle la représentation de Lewis de la molécule, c'est-à-dire la molécule avec ses doublets liants et non liants. Pour établir la représentation de Lewis d'une molécule, en 1, on écrit le nom et la formule brute de la molécule, dioxyde de carbone, CO2. En 2, on écrit la configuration électronique de chaque atome. Le carbone a 6 protons, donc 6 électrons, 2 sur la couche K, 4 sur la couche L. L'oxygène a Z égale 8 protons, donc 8 électrons, 2 sur la couche K, 6 sur la couche L. En 3, on en déduit le nombre Ne d'électrons sur la couche externe des atomes mis en jeu, bien 4 pour le carbone, hein, L4, et 6 pour l'oxygène, L6, voilà pour la couche externe. C'est cette couche externe qui va faire établir les liaisons covalentes. En 4, eh bien, on en déduit le nombre NL de liaisons covalentes que doit établir l'atome pour acquérir une structure en octet ou en duet. Pour le carbone, il n'y en a que 4. Chaque liaison covalente lui apporte un électron. Il lui faudra donc 4 liaisons covalentes. Et pour l'oxygène, il lui faudra évidemment 8 moins 6, 2 liaisons covalentes pour avoir 8 électrons sur la dernière couche.
En 5, on calcule le nombre total d'électrons externes de la molécule. Il y a un atome de carbone qui a 4 électrons et 2 atomes d'oxygène qui ont 6 électrons, tout ça sur la couche externe, ce qui fait en tout 16 électrons. 16 électrons, ça nous fait donc 8 doublets d'électrons, 16 divisé par 2. Il ne nous reste plus qu'à répartir les doublets de la molécule en doublets liants et non liants en respectant les règles du duet et de l'octet. Voici pour ce carbone, il a 4 électrons sur sa couche externe, il a besoin de 4 liaisons covalentes. L'oxygène, lui, donc, est constitué de 2 doublets non liants et de 2 doublets liants avec le carbone. Bien, qu'est-ce qu'une réaction chimique? Bien souvent, c'est un échange de doublets d'électrons. Il y a un atome qui va avoir un excès de charge négative, qui va fournir un doublet d'électrons à un atome qui a un défaut de charge électrique négative. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un site donneur de doublets d'électrons? Eh bien, c'est une zone d'une espèce chimique qui est riche en charge négative. À vous de trouver sur ces 3 espèces chimiques, quelles sont les zones qui sont riches en électrons? Bien, on commence par H-. H-, l'ion hydroxyde qui est dans la soude. La région qui est riche en électrons, évidemment, c'est la région correspondant à l'atome d'oxygène. Dans cette molécule d'éthène, on a un doublet. On a un doublet ici, un doublet ici. On a une double liaison covalente. Évidemment, cette double liaison covalente constituée de 4 électrons est une région riche en électrons. Elle est donc donneuse de doublets d'électrons. Et dernière espèce chimique, H2O, l'atome d'oxygène est plus électronégatif que les hydrogènes, il attire plus facilement les électrons que l'hydrogène. La région qui est riche en électrons, c'est celle-ci qui sera donneuse de doublets d'électrons. Vous l'aviez trouvé. En conclusion, un site donneur de doublets d'électrons est un lieu d'une espèce chimique présentant un excès de charge négative. Exemple de site donneur, un atome présentant une charge partielle négative, delta-, une liaison multiple, double, triple, etc., un anion. Qu'est-ce qu'on appelle un site accepteur d'électrons? Eh bien, c'est un site qui est naturellement pauvre en électrons, donc qui est positif. Alors, 2 types de sites accepteurs d'électrons, les cations, qui sont positifs, et puis les éléments chimiques qui ont au sein d'une molécule une charge partielle delta+, c'est-à-dire qui sont pauvres en électrons. Alors, cherchez pour l'acide éthanoïque et pour l'ion NH4+, les sites qui sont accepteurs de doublets d'électrons. Je vous donne en prime l'électronégativité de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène et de l'azote pour vous mettre sur la piste. Allez, on commence pour le premier. Le carbone et l'hydrogène ont peu de différence d'électronégativité, donc la liaison est peu polarisée, on ne met pas de charge partielle. Bon, toute rigueur, il faudra mettre une charge partielle négative sur le carbone par rapport à l'hydrogène, puisque le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène. Mais la différence étant faible, on laisse tomber. Entre le carbone et l'oxygène, par contre, il y a une grande différence d'électronégativité. Donc, on aura ici un delta+ pour ce carbone, delta- pour cet oxygène, delta' parce que ce ne sera pas la même valeur de charge partielle pour celui-ci, et puis l'hydrogène qui est moins électronégatif que l'oxygène va également avoir une charge partielle que je noterai par exemple delta'+, puisqu'elle ne sera pas égale à celle-ci. Bien, quels sont maintenant les sites accepteurs de doublets d'électrons? Eh bien, il y a forcément ce carbone et cet hydrogène. Pour NH4+, à vous d'abord dans un premier temps de refaire la représentation de Lewis. Vous savez? Alors, représentation de Lewis, eh bien, l'atome d'azote, normalement, c'est K2 L5, puisqu'il a 7 protons, donc 7 électrons, mais comme il a une charge plus, il n'a plus que 4 électrons. K2 L4. Il va lui manquer 4 électrons,
l'atome d'azote va donc faire 4 liaisons covalentes. L'atome d'hydrogène, lui, sa structure électronique, c'est qu'un. Il va faire une liaison. Et voilà pour cette espèce qu'on appelle une espèce ammonium. C'est un ion ammonium. Où va être le site accepteur doublé d'électrons? Et bien évidemment sur l'azote, ici, puisque l'azote a une charge positive. Voilà pour les deux exemples de sites accepteurs de doublé d'électrons. En conclusion, un site accepteur de doublet d'électrons est un lieu d'une espèce chimique présentant un défaut de charge négative. Exemple de site accepteur, un atome présentant une charge partielle positive delta+, comme le carbone par exemple, dans l'acide éthanoïque, ou un cation, comme l'atome d'azote, dans le cation ammonium NH4+. Qu'est-ce qu'un mécanisme réactionnel? Voici l'exemple d'une réaction entre l'éthanoate d'éthyle, qui est un ester, les ions H-, qui vont donner des ions éthanoate et de l'éthanol. À l'échelle microscopique, à l'échelle des atomes, eh bien, cette réaction peut se décomposer en plusieurs étapes. Ces étapes sont appelées le mécanisme réactionnel. À chaque étape, par exemple, ce mécanisme réactionnel comporte 3 étapes, 1, 2, 3. À chaque étape, eh bien, il y a des mouvements de doublet d'électrons des sites donneurs de doublets vers les sites récepteurs de doublets. Par exemple, dans cette étape numéro 1, nous avons ici un site donneur d'électrons puisqu'il s'agit d'un anion, H-. Et ici, nous avons un carbone delta+, puisqu'il est lié à un oxygène plus électronégatif que lui. La flèche courbe correspondant à cette étape du mécanisme réactionnel est toujours du site donneur vers le site accepteur. À vous de trouver les autres flèches courbes correspondant aux deux autres étapes du mécanisme réactionnel. Dans cette seconde étape, ici, nous dessinerons juste la flèche qui explique la rupture et la formation des liaisons. Nous voyons que nous avons l'acide éthanoïque ici. Donc, nous avons une région riche en électrons sur l'oxygène. Le doublet d'électrons va venir se fixer entre le carbone et l'oxygène, ce qui va donner une double liaison ici. À ce moment-là, l'oxygène, qui est beaucoup plus électronégatif que le carbone, va récupérer ce doublet d'électrons, sinon ça ferait 1, 2, 3, 4, 5 liaisons sur le carbone, ça ne marche pas. Et donc, ce doublet va venir se fixer sur l'oxygène, ce qui nous donnera au moins l'ion éthanolate et l'acide éthanoïque. Dans cette dernière partie, quels sont les atomes qui sont électropositifs ici, enfin qui ont une charge partielle positive? Eh bien, c'est le carbone. Pourquoi? Parce que le carbone est lié aux oxygènes et donc c'est une région qui est pauvre en électrons. Voici un site accepteur d'électrons. Et puis nous avons également l'hydrogène, qui est un site accepteur d'électrons, puisqu'il est lié à l'oxygène, qui est lui une région riche en delta, en charge négative. D'après ce que nous voyons ici, eh bien, le site donneur, c'est l'oxygène, le site accepteur de doublet, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, lui, va donc être arraché à cette molécule d'acide éthanoïque, ce qui va nous donner l'ion éthanoate et l'alcool éthanol. La définition donc du mécanisme réactionnel. Une réaction chimique peut se décomposer à l'échelle microscopique en plusieurs réactions chimiques. L'ensemble de ces réactions est appelé le mécanisme réactionnel. À chaque étape du mécanisme réactionnel correspond des mouvements de doublet d'électrons traduisant la formation ou la rupture de liaison. Un mouvement de doublet d'électrons est représenté, on peut même mettre un petit S ici parce que c'est un doublet, est représenté par une flèche courbe reliant le site donneur d'électrons vers le site accepteur. Site donneur pour H-, site accepteur carbone delta+, qui va nous donner donc
cette espèce chimique plus celle moins. À noter que la double liaison va être prise par le chlore. Pourquoi? Parce que le chlore est plus électronégatif que le carbone. Et deuxième remarque, c'est une réaction ici de substitution. Le groupe H- se substitue au groupe chlore, plus exactement à l'atome de chlore. Étudions le mécanisme réactionnel d'une réaction de substitution. Au cours de cette réaction de substitution, le groupement R- va se substituer au groupement OR' pour donner ici donc R' plus cette espèce chimique. Ce mécanisme réactionnel est décomposé en deux étapes. Première étape, seconde étape. À vous de tracer les flèches courbes correspondant au déplacement des sites donneurs de doublets d'électrons vers les sites accepteurs de doublets d'électrons, et également les flèches internes aux espèces chimiques qui modélisent les déplacements des doublets d'électrons. Alors, première étape, nous voyons que ici nous avons un site donneur de doublets d'électrons, alors que le phosphore ici est P+, donc c'est une région qui est pauvre en électrons. La flèche courbe part du site toujours donneur vers le site accepteur. Nous voyons ici que nous avons au moins, alors qu'ici nous avions une double liaison, donc ce doublet est venu se déplacer sur cet atome d'oxygène, ce qui fait donc un ion, enfin une charge négative sur l'atome d'oxygène. Deuxième étape, eh bien, nous voyons que R' est évacué de cette espèce chimique, ce qui signifie que ce doublet d'électrons va venir se fixer ici. Et pourquoi ce doublet d'électrons va venir se fixer ici? Parce que ce doublet d'électrons de l'atome d'oxygène va venir faire la liaison entre l'atome d'oxygène et le phosphore. Voilà pourquoi on obtient cette espèce chimique-là, avec le phosphore lié avec une double liaison avec cet atome d'oxygène ici.